Merci d'avoir accepté cette invitation pour cette nouvelle table ronde de capsules. Je suis ravie de vous retrouver pour parler de la santé des femmes chefs d'entreprise. Je suis Audrey Royer et c'est parti pour cette nouvelle capsule. Donc autour de cette table, j'ai 3 personnes avec qui je vais pouvoir échanger pour parler de ce super sujet. Donc docteur Else Dressens, merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes docteur du service de prévention de santé au travail de Corse du Sud. Donc je vous laisse vous présenter. Oui, je suis médecin du travail et médecin coordinateur du service. J'ai pas toujours été médecin du travail, donc j'ai un parcours avec beaucoup de métiers différents dans la médecine et beaucoup d'histoires. Voilà. Super, ravie de vous accueillir. Caroline Cousin, merci d'avoir accepté l'invitation. Tu es chef d'entreprise, déjà, premièrement, et coach professionnel. Est-ce que tu peux te présenter en une phrase ? Merci pour l'invitation. C'est un petit pitch. Ouais. Voilà, on s'entraîne. Donc, chef d'entreprise depuis maintenant 3 ans. Et coach professionnel depuis un peu plus. J'ai pas toujours été coach, j'ai été comptable en cabinet d'expertise comptable, j'ai travaillé quelques années à EDF dans un service communication et me voilà lancée dans le coaching professionnel depuis. J'ai ouvert une structure qui est pluridisciplinaire à Ajaccio et dans ma spécialité en tant que coach, j'accompagne donc les entrepreneurs, mais pas que, aussi les salariés sur leur reconversion professionnelle et notamment sur leur épuisement professionnel. Voilà. Et je suis aussi référente Corse d'un incubateur qui s'appelle Les Premières Sud, donc qui accompagne les femmes, donc les entrepreneuses, donc c'est l'entrepreneuriat au féminin, dans le lancement de leur entreprise et le développement de leur chiffre d'affaires. Super. Un super CV et beaucoup de casquettes. Donc c'est super, on est ravis de t'avoir à cette table. Et enfin, Marie Maestrali, également chef d'entreprise. Tu as une agence de communication et tu es coprésidente de l'association Les Corsican Businesswomen. Oui. Alors déjà, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Moi, j'ai une agence de communication vraiment à destination des agriculteurs, des artisans, parce que c'était le secteur qui m'a le plus passionnée dès le départ. Donc voilà, la casquette chef d'entreprise. Et parallèlement à ça, je suis donc coprésidente, comme tu le disais Audrey, de l'association des Corsica Businesswomen. Donc c'est vraiment un réseau de femmes chefs d'entreprise. Et on a vocation à leur permettre justement d'entrer en échange, de créer du business potentiellement entre elles et surtout de les soutenir et de les accompagner tout au long de leur vie, de leur entreprise. Notamment justement quand il s'agit de sujets comme ça importants, comme la perte de santé, la perte de morale aussi, parce que ça peut être santé physique ou mentale. Et voilà, on essaye d'accompagner au mieux nos membres dans le développement de leur entreprise. Oui, super, merci pour cette précision. On va aborder les 2 thèmes aujourd'hui. Donc, pour commencer, ça va être la question la plus dure. Je vous l'annonce dès le départ. C'est quoi être une femme chef d'entreprise ? Parce que du coup, on l'est toutes ou on l'a toutes été. Donc, pour le coup, on va pouvoir normalement bien en parler. Mais il faut se lancer. Voilà. Alors, pour ma part, je dirais aujourd'hui que je me considère un peu comme une athlète. Voilà, pas de haut niveau, mais en tout cas une grande sportive parce que ça me demande une hygiène de vie, de l'organisation, de prendre soin de moi et c'est pas toujours évident. À côté de ça, il y a une vie de maman, donc j'ai trois petites filles. Donc voilà, c'est vraiment athlète parce que moi, je vois vraiment les choses comme il faut s'entraîner. Enfin, la courbe, je la vois, je l'ai vue grimper au fur et à mesure. Donc ça a été un apprentissage. Puis il y a des fois où ça monte et puis ça redescend. Donc il faut supporter ces baisses en effet de morale, ces baisses d'activité. Et puis il faut savoir rebondir. Donc voilà, c'est un entraînement au quotidien. Et plus on s'entraîne et mieux ça va. Voilà, donc voilà, moi aujourd'hui comme une athlète. Voilà. Ok, très bien. Peut-être même une athlète qui est dans un parc d'attractions parce qu'on a ces espèces de montagnes russes où le matin tu te lèves et tu te dis alors aujourd'hui je vais tout déchirer, aujourd'hui je vais atteindre mes objectifs. Et puis après tu as le lendemain où tu dis oh là là mais je suis capable de rien, j'arrête tout. Mais pour moi vraiment le chef d'entreprise c'est... Je pense qu'il y a des profils particuliers. Je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre entre salariat et entrepreneuriat, mais par exemple, je sais que moi, je n'aurais pas été heureuse en salariat, ça c'est clair et net. Oui. Et voilà, je pense que c'est un profil où on a besoin
de se faire confiance à soi-même, d'être un peu son propre patron parce qu'on a une liberté qui est énorme. Et voilà, moi je dirais que c'est vraiment qu'on le ressent intrinsèquement et que voilà, c'est soit on veut le salariat et toute la sécurité que ça implique forcément, soit on veut un peu se lancer dans le vide et se construire petit à petit sa petite toile d'araignée pour éviter de tomber. C'est ce que tu disais du coup tout à l'heure, que ça dépend vraiment des profils, des personnes, le salariat, l'entrepreneuriat. Si on avait toute cette fibre entrepreneur, c'est ça que tu disais. Oui, on serait que des entrepreneurs, il n'y aurait pas des salariés et des entrepreneurs. Maintenant, du coup, moi j'ai raconté un peu l'autre côté. J'étais indépendant. Moi, j'ai pas réussi à le faire comme il faut. J'étais maman de 4 enfants. J'avais un mari qui avait effectivement aussi, il était indépendant, il n'y avait pas d'heure, donc tout reposait sur moi. Et j'ai dit non, moi je peux pas le faire, j'arrive pas à gérer et les enfants et le ménage et les contraintes qui sont liées à l'indépendance de mon mari. Donc je suis restée j'ai organisé ma vie différemment. Voilà. Mais effectivement, on le voit autrement. Là aussi, maintenant, j'ai pas d'heure dans mon travail de salariat. C'est autre chose. J'ai plus les enfants à la maison. Ça me permet de m'éclater dans plein de choses. Mais à l'époque, je n'aurais pas pu. Voilà. Et je comprends bien les femmes entrepreneurs avec les difficultés de gestion, la charge mentale qui est finalement double par rapport à ce qu'on peut imaginer chez un homme, parce qu'on a toujours les enfants dans la tête, on a toujours l'organisation dans la tête, on a toujours... voilà. Donc... C'est ça, c'est qu'en fait, c'est une double casquette, ou même multiple, on pourrait le dire. Hein, ça dépend le type d'activité déjà qu'on va avoir. Est-ce qu'on va avoir une seule activité ou est-ce qu'on va en avoir plusieurs? Je sais que tu as déjà 3 casquettes. Caroline, tu en as également plusieurs. J'ai une association et j'ai également une entreprise, donc j'en ai plusieurs aussi. Enfin, vraiment, ça va dépendre des projets, mais j'imagine que vous aussi. Et à côté, on a quand même notre vie de femme. Et ça, on trouve que c'est quand même un point commun entre toutes les femmes qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat qui, elles n'ont pas que l'entrepreneuriat à penser. Donc, quelles sont les particularités de l'entrepreneuriat pour les femmes, spécialement? Comme tu le disais tout à l'heure, oui, on a, après la fin de journée, on ne peut pas s'arrêter déjà à une heure qu'on voudrait. Par exemple, si on voulait continuer de travailler jusqu'à 23h, parce que non, il y a la vie de famille, il faut quand même avoir un petit moment... avec ses proches, il faut trouver un petit moment pour se faire du sport, il faut trouver un moment pour manger sainement. Et là, tu te dis, mais la journée, elle dure 24 heures, comment je fais pour faire tout ça? Et moi, je trouve que là, c'est là où c'est compliqué d'essayer de trouver un équilibre, vraiment de concilier vie pro, vie perso, et d'avoir un peu quelque chose d'assez cadré, d'assez carré, organisé, comme tu disais. Ouais. Et puis ça, non plus que l'organisation soit une charge mentale supplémentaire pour nous, parce que l'organisation, ça peut devenir ça. On en reparlera tout à l'heure de la santé mentale. C'est quoi les particularités du coup des chefs d'entreprise femmes? C'est qu'il y a plusieurs journées dans une journée. Voilà, ouais. C'est vraiment, on se lève le matin. Il y a la première journée qui commence. Déjà, la première journée qui commence, donc de maman. Mais en même temps, ça se chevauche avec les pensées de l'entrepreneuse, parce que moi, j'ai l'impression que cette entreprise qui m'anime, c'est vraiment ma passion. J'ai l'impression que c'est mon 4e enfant, parce que j'y ai mis toute mon âme et tout mon cœur. Donc, c'est dur de le concevoir comme ça, mais oui, c'est une réalité. C'est qu'il y a un engagement et un dévouement aussi. Donc, en fait, ça occupe mon esprit une grande partie de mes journées. Et puis, à côté de ça, donc, première journée, les enfants qui se chevauche avec tout ce que j'ai à faire dans ma journée d'entrepreneuse. Et quand je suis, donc là c'est la charge mentale, quand je suis dans mon entreprise, je me dis, il faut que je pense à la garderie, aux activités, aux médicaments. Est-ce que quelqu'un va bien aller la chercher ce soir à la danse? Est-ce que j'ai prévenu mon mari d'eux? Est-ce que pour mercredi on est bien OK? Tout checker, voilà, tout ça dans ma tête. Et puis, alors quand je sors de mes journées, je tiens à cette liberté aussi, parce que c'est ça aussi l'entrepreneuriat. Donc, je m'accorde le temps nécessaire pour aller les chercher à la fin de l'école, tout ça. Ça ne peut pas être tous les jours. Mais après, il y a la 3e journée qui commence, les enfants sont de retour. Tout ça, en fait, c'est en permanence, là, comme ça. Et puis, on vit avec cette passion et en même temps, cette vie de maman et ces contraintes de penser à tout.
Waouh, on respire quand, nous, les femmes? Voilà, je me dis, des fois, c'est vrai, ça peut être asphyxiant par moment. Et c'est à ce moment-là, en fait, que, pour moi, en tout cas, ça ne veut pas dire que c'est comme ça pour tout le monde, mais l'organisation m'aide à me dire, OK, là, on sait que cette semaine, ça va être comme ça, tel rythme, sans se mettre trop de pression. Il y a des moments où je ne peux pas prendre du temps pour moi, je ne le prends pas. Voilà, je le sais. Mais c'est vraiment... en permanence là, alors que je me souviens j'ai été salariée pendant quand même 15 ans, où je me posais quand même moins de questions. Voilà, je sais que je sortais et que je me disais, OK, je reviendrai demain, et puis une nouvelle journée va commencer. Et là, c'est en permanence. Et tu n'avais pas cette charge mentale d'y penser beaucoup le moins. soir, le matin. Beaucoup moins. Voilà, mais c'est un choix, et c'est un choix qui me convient totalement. Non, oui. Voilà, c'est juste qu'il faut trouver comment s'en sortir, en fait, quels sont les leviers pour se faire aider, apprendre à se faire aider. C'est difficile, apprendre à déléguer, bien s'entourer, prendre soin de soi, et gagner en confiance aussi, parce qu'on parlait de ces montagnes russes émotionnelles, mais donc du coup ça peut nous faire perdre en confiance. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui va faire que je vais regagner en confiance, et à qui je vais pouvoir en parler, voilà, comment je m'entoure, les médecins, les psychologues. Voilà, il faut connaître tout ça. Donc il y a beaucoup d'entrepreneuses qui ne sont pas forcément équipées et qui débarquent dans l'entrepreneuriat. Puis on n'est pas prévenu. On n'est pas prévenu. Voilà, qu'en fait, il y a des choses tout ça, que ça va nous demander des efforts, qui va nous demander du travail, et on ne sait pas. Voilà, on débarque dans ce monde, donc voilà, heureusement qu'il y a beaucoup maintenant d'accompagnement qui permettent tout ça, mais il y a encore de la désinformation et on n'est pas encore assez formé. Long travail. Oui, depuis la loi de 2 août 2021 seulement, les indépendants peuvent être pris en charge par les services de santé au travail. Et du coup, quand ils sont en difficulté, on va dire moyennant une petite affiliation, mais le montant n'est pas important. Du coup, un accès à la santé au travail, à une psychologue du travail, si c'est une situation de handicap ou une situation résiduelle d'un accident de travail, permet d'organiser des aménagements de poste ou de donner des conseils. Il y a des choses qui évoluent pour la santé, soit la santé des femmes et la santé en général des employeurs et des entrepreneurs. Il y avait aussi ce que j'ai pu évoquer tout à l'heure, il y a un observatoire qui existe maintenant national, un observatoire pour les entrepreneurs et c'est la situation et la santé des entrepreneurs, très intéressant, qui a été créé par professeur Torres. Donc cet observatoire s'appelle Amarok. Ils sont associés aussi avec d'autres associations qui interviennent vraiment dans le champ de l'entrepreneuriat pour accompagner, aider dans différentes situations. Et du coup, le portail de rebond, ça rassemble toutes ces associations. Et il y a un portail de rebond spécifique femmes, entrepreneurs femmes, où il y a des journées dédiées, des assises du portail de rebond pour les femmes entrepreneurs. Et quel type d'observation ils ont pu faire? Est-ce que vous avez des exemples? Observatoire, ils sont partis alors, qu'est-ce qui fait la particularité de l'entrepreneuriat? Pourquoi est-ce que justement, ça explique ce qu'on disait tout à l'heure, et pas tout le monde est entrepreneur, donc il y a bien un choix spécifique, il y a des raisons pour que quelqu'un aille vers l'entrepreneuriat plutôt que vers le salariat. Donc c'est aussi typique de dire, comme vous disiez tout à l'heure, c'est mon bébé, donc je m'investis à fond. C'est des mots qui sont vraiment très typiques dans la bouche d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse. C'est l'investissement, parfois avec ou sans l'impact patrimonial, parce que ça aussi, on sait aussi que c'est une façon d'exister pour la personne, parce qu'elle s'épanouit, même s'il y a de hauts et de bas. C'est une question vraiment d'existence et d'existentialisme, l'entrepreneuriat. Donc il y a tout ça à prendre en compte. On n'accompagne pas de la même façon un entrepreneur qu'un salarié dans les difficultés. Bien sûr. Dans ces organisations, ils ont mis en place que ce soit fait par les pairs, souvent qui sont passés par les mêmes difficultés, qui peuvent aider, accompagner, orienter vers des partenaires qui sont en capacité de donner de l'aide. Voilà, ne fût-ce que
parfois simplement pour parler chacun de ses difficultés et ça permet de repartir un peu allégé. Voilà. Alors, je voulais rajouter quelque chose. Boris Cyrulnik intervenait il y a quelques jours justement sur l'entrepreneuriat. Il disait que les entrepreneurs étaient des preneurs de risques. Et ça, en fait, on n'a pas grandi avec cette prise de risque et c'est quelque chose qui n'est pas facile. Donc souvent, les entrepreneuses qui arrivent dans les accompagnements, elles disent je me sens seule en fait face à cette prise de risque. Je savais que j'allais prendre des risques, mais à ce point-là, c'est difficile. Voilà, donc lui nous appelle les entrepreneurs et entrepreneuses les preneurs de risques. Et je trouvais ça beau. Et donc preneurs de risques et aventuriers. Parce qu'en fait, on va mener cette aventure toute notre vie, ou pas. Il y en a qui vont choisir d'arrêter. Mais voilà, preneurs de risques. Et moi, ça m'a marqué parce que je me suis dit, ah oui, en effet, peut-être que je n'avais pas mesuré à ce point-là qu'il y avait autant de risques. Voilà. On sous-estime beaucoup le fait qu'il faille être sur tous les fronts. Parce qu'on pense généralement, allez, mon service ou mon produit, ça va être telle chose. Et à côté, il y a tout ce qui est prospection. Tu as ta comptabilité. Et c'est vrai que c'est là-dedans, je trouve, où on peut facilement se perdre ou se noyer plutôt. Et nous, dans le réseau des Corsicanes, c'est ce qu'on essaye de promouvoir, vraiment de dire, voilà, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez être entouré, vous pouvez être accompagné par tout un tas de membres à des profils complètement différents. Je pense notamment, on a une membre, Christine, qui est courtier en assurance, qui est une membre qui a eu plusieurs cancers à répétition. Et en fait, c'est là qu'elle s'est rendue compte, tout bêtement, que on est notre santé, on est notre entreprise. Que si demain on est complètement HS, on a tous nos vivres qui sont coupés. Donc elle s'en est rendue compte par la fatalité des choses. Elle a monté son entreprise de courtage en assurance là-dedans, enfin pas à la suite de cela. Et maintenant, elle accompagne nos membres en leur disant, vraiment en alertant déjà là-dessus, en disant, voilà, pensez-y en amont. C'est avant, ouais, voilà. C'est ça, c'est bien avant. C'est des choses qui se préparent, c'est des choses qui s'analysent et qui se comparent surtout. Parce que voilà, comme tu disais tout à l'heure, il y a des prix faramineux que peut-être pas tout le monde ne pourra débourser, mais il y a aussi d'autres solutions plus abordables. Et nous, notre membre, elle a pu nous alarmer un petit peu nos autres adhérentes en leur disant, voilà, la santé, c'est votre priorité numéro 1. Avant même de vendre, ça va être d'être en bonne santé, parce que demain, vous êtes malade, malheureusement, vous ne vendrez plus. Mais oui. Et on essaye dans le réseau de s'entourer comme ça de personnes qui pourraient vous accompagner. Par exemple, toi, avec tes capacités, d'essayer de remonter un peu le moral des troupes, d'essayer de pointer du doigt ce qui ne peut pas aller, enfin ce qui ne va pas et comment faire pour retrouver la santé mentale. Et c'est des choses, je pense que c'est la priorité principale, mais on n'y pense pas. On n'y pense que trop tard. Et alors on pense beaucoup plus à la santé de nos employés quand on commence à employer et qu'on a du coup une équipe, on va directement penser à la santé de nos employés, mais par contre à notre santé à nous, chefs d'entreprise, on n'y pense pas. Je sais que tu m'en avais déjà parlé de ça. Qu'est-ce que tu peux... Alors, je suis entièrement d'accord. Alors moi, je n'ai pas de salariés, c'est mes collègues, elles sont toutes dans la même structure, on est 16. Je les fais passer en priorité. Voilà, je pense à elles, je pense à leur bien-être, me dire est-ce qu'elles sont bien installées, est-ce qu'elles ont tout ce qu'il faut. Et je me rends compte que même dans mon agenda, mes rendez-vous médicaux sont relégués, mais au dernier plan. Il n'y a pas de place. Même quand ils y sont, s'il y a quelque chose que je dois faire sauter dans mon agenda, ça va être ça. Malheureusement, je me dis, ça va être le rendez-vous chez le médecin. Même pour une coach professionnelle. Oui, c'est franchement, vrai. Le cordonnier, il est mal chaussé. Voilà, alors ça va que je m'entretiens assez en forme, mais je me dis, oui, en effet, si demain me tombe une maladie, déjà, c'est vrai que je suis très mal informée des systèmes de prévoyance, donc je pense que je ne suis pas forcément bien équipée. Et ça, ça craint. Pour le moment, la prévention n'est pas faite. Donc oui, merci pour cette alerte-là et c'est bien d'en parler. Donc malheureusement, moi je pense que je me fais passer aussi en dernier au niveau de ma santé. Oui. Voilà. On va parler de santé mentale dans un premier temps. On parlera dans un second temps de tout ce qui va être physique, que ce soit maladie ou autre. On en revient après. La santé mentale, j'ai l'impression que c'est quand même le number one, quoi. La santé mentale, ça vient dépression, burn-out, trop stressé, charge mentale, on va oublier des choses. Enfin, franchement, ça peut être quelque chose de très grave et assez vite, malheureusement. Voilà. Comment je sais que tu gères également tu as un accompagnement spécial pour
les personnes, alors je vais dire les personnes parce que je ne sais pas si c'est chef d'entreprise que tu accompagnes ou si c'est tout type de public que tu accompagnes à la gestion du burn-out. Alors, déjà avant de rentrer dans l'épuisement professionnel, j'estimais qu'il fallait que je me forme. Voilà. Donc, en plus de mon coaching professionnel, je suis devenue secouriste en santé mentale. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, alors ça commence à rentrer, on en parle de plus en plus. Donc moi, je fais partie du PSSM, ça s'appelle, donc secouriste en santé mentale. Ça m'a aidé à détecter justement les premiers symptômes, les premiers signes, les alertes. Voilà, c'était quelque chose que j'ai déjà fait rentrer dans ma posture de coach en me disant, pour bien connaître ma limite, voilà, pour me dire quand les personnes vont arriver. Alors, je travaille avec des psychologues, donc ça aide beaucoup aussi. Mais de me dire, quand c'est plus de mon ressort, voilà, je sais à quel moment il faut que je transmette et que mes collègues prennent le relais. Donc ça, c'est très bien. Et à un moment donné, j'ai eu énormément de personnes qui sont arrivées, qui étaient dans dans les prémices ou ce qu'on appelle le burn-in, c'est la période de surchauffe avant l'épuisement professionnel. Et là, je me suis dit, ok, donc là, il commence à en avoir pas mal. Qu'est-ce qui se passe? Donc, petite analyse aussi. Et j'ai été contactée par un cabinet parisien qui s'appelle Oser rêver sa carrière. Je vous ai emmené le livre quand même pour vous le montrer. Donc, je travaille aujourd'hui avec Marina Bourgeois, qui est la spécialiste de l'épuisement professionnel. Et elle a écrit donc, le dernier livre qui vient de sortir, « J'entreprends sans m'épuiser ». Voilà. Donc, il est spécifiquement écrit pour les entrepreneurs. Elle en a écrit d'autres pour les salariés, puisqu'on accompagne aussi les salariés. Et donc, j'ai cette casquette au sein de Oser rêver sa carrière en tant que consultante, spécifiquement pour l'accompagnement de l'épuisement professionnel des entrepreneurs et des entrepreneuses. Voilà. Okay. On en rencontre énormément. Mais vraiment, moi, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Je me dis qu'il y a énormément de choses à faire. On n'a pas encore tous les moyens. Moi, je connais peut-être pas encore tout le réseau. C'est bien qu'on soit réunis autour de cette table. Moi, dans la limite de mes compétences, c'est vraiment d'expliquer. Voilà, on travaille sur vraiment quels ont été les facteurs, les causes, on retrace le chemin de cet épuisement, qu'est-ce qui s'est passé. Les personnes posent des mots parce que souvent dans leur accompagnement médical, elles sont accompagnées, elles ont un suivi, que ça soit médicamenteux ou pas, mais elles ont un accompagnement médical, mais elles ne savent pas exactement ce qui leur est arrivé, pourquoi elles en sont arrivées là, quel est le portrait, on va dire, le profil type de la personne qui fait un épuisement, parce qu'elles ne le connaissent pas et c'est OK, hein, mais on pense que c'est des personnes qui ne résistent pas au stress, qui se sont effondrées, alors que c'est des personnes qui se sont ultra investies, qui sont ultra résistantes, et à un moment donné, l'élastique c'est trop tendu et elles ont craquer. Voilà. Donc tout ça, il faut leur expliquer. Ça passe par un petit accompagnement sur l'épuisement. Et après, bien sûr, il y a l'accompagnement médical qui est nécessaire et psychologique, qui se fait en même temps. Est-ce que tu en reçois beaucoup? Est-ce que dans l'organisme, vous en recevez beaucoup? Non, pas pour le moment, parce que c'est vraiment qu'aux prémices de ce qui est officiel, la mise en place de ce qu'on appelle l'offre spécifique pour les employeurs. Mais j'avais l'habitude de rencontrer les employeurs. Le service santé au travail est conseiller des employeurs et des salariés. Et effectivement, dans le cadre de notre travail, on rencontre souvent les employeurs. Et souvent, il y avait, si je vais 1 heure chez un employeur, il y a une demi-heure, on parle de la santé du salarié, oui, des problématiques. Et j'ai toujours une attention pour la santé des employeurs, parce que je sais justement que ce pas des personnes qui se font suivre et qui ne sont pas dans la même... donc on peut avoir des chouettes échanges, mais jusque-là, ça ne pouvait pas être suivi ou approfondi, on va dire. Donc il y en a certains, du coup, j'étais un peu plus en contact, mais ça reste, oui, on va dire... plutôt en off et sous forme de rendre service, ce que je fais volontiers, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que voilà, je suis contente d'être là aujourd'hui parce que je vois que on a cette problématique existe, elle est reconnue, on a besoin de renforcer le réseau ici sur notre territoire. Il y a un réseau sur le national, on peut s'appuyer sur ce réseau, qu'elle soit celui dont tu parlais, le réseau du portail de rebond. Mais on doit pouvoir mettre en place plus d'accompagnement sur nos territoires, vraiment parce qu'il y a des problématiques spécifiques, du coup, en fonction
du type d'activité, Bien sûr. de ce qui est entrepris. De façon générale, et plus particulièrement pour les femmes, il n'y a aucun souci là-dessus. Est-ce que vous avez noté des similitudes, ou est-ce qu'il y a des choses qui reviennent fréquemment, voire systématiquement, dans les personnes que vous côtoyez, femmes, chefs d'entreprise ? Par exemple, quand vous allez dans des entreprises, que ce sont des femmes qui sont à la tête, est-ce que vous remarquez qu'il y a des situations qui sont toujours les mêmes ? Les problématiques que Caroline racontait, elles sont là. C'est souvent 2 casquettes, 3 casquettes. C'est les enfants au milieu. Donc ça va être l'épuisement mental, physique. Voilà, il y a souvent, ou en tout cas cette tendance où la problématique est évoquée et on sent que ça pointe le bout du nez derrière. Oui. Et pour peu qu'il y ait un autre facteur qui est contraire à une bonne évolution, effectivement, c'est des situations qui sont rencontrées. Maintenant, pour ma part, la majorité des employeurs ou des entrepreneurs sont des hommes. Donc même là, on en discute. Il y a également de l'épuisement mental et physique. Oui, la situation est un peu différente. En tout cas, les facteurs qui interviennent sont un peu différents parce qu'il n'y a pas cette casquette des enfants, de l'organisation de la maison, ou rarement du moins. C'est encore très stéréotypé. Il reste un schéma qu'on a repris de façon transgénérationnelle, peu importe éducatif, qui reste encore présent, qui normalement, avec les jeunes générations, devrait diminuer un petit peu, mais on verra. On verra avec le temps. Oui. Et après, moi, je trouve autre chose qu'on retrouve quand même beaucoup, et là, pour le coup, moi, je trouve que c'est typiquement féminin, c'est que, par exemple, dans nos membres, elles vont nous parler d'une situation quand ça va être vraiment à bout, quand ça va être vraiment l'urgence. Jusqu'au moment où elles se disent « Ok, là, vraiment, je ne peux plus gérer seule », on a le truc de se dire « Bon, les gens caissent, je prends sur moi, je vais trouver une solution ». Mais on n'a pas le premier réflexe, enfin le réflexe premier, ça va vraiment pas être de chercher quelqu'un qui peut nous accompagner ou à quelqu'un juste à qui on peut en parler. Ça peut être même au-delà des entrepreneurs, une amie, une oreille attentive, peu importe. Mais j'ai l'impression que nous, les femmes, on attend vraiment que ce soit, mais alors au bout du bout, quoi, vraiment situation d'urgence. Parce qu'il y a beaucoup de peur. Ouais, voilà, moi, ce que je rencontre, c'est des craintes, des peurs, la peur d'être jugée. Voilà, donc je me suis lancée, j'ai osé, et si demain on dit que je n'ai pas réussi parce que j'ai été fatiguée, parce que j'ai pas réussi à assumer mes multiples casquettes, donc les femmes ont peur. Donc elles attendent en effet être au bout du rouleau pour déclencher, des accompagnements ou d'aller voir son médecin pour en parler. Donc la peur du jugement, la peur du regard de l'autre, la peur de l'échec. C'est difficile, la peur de décevoir aussi de son entourage parce que on a été soutenus, la famille a été là, donc c'est difficile, c'est très difficile d'en parler. Donc en effet, ça arrive un peu au bout du bout. Oui. Voilà. Et puis c'est aussi toujours le chef d'entreprise qui est face au monde, qui se lance corps et âme en pleine mer, sans bouée de sauvetage et même sans radeau. Donc après on se dit, si on coule, comment est-ce que les autres vont nous voir si on coule. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup la pression un peu sociale. C'est la pression, je pense qu'on se la met seule, parce que qui va aller vous juger parce que vous avez un coup de mou, bon. Après, c'est humain parce qu'on part bien en tête sur le projet. Et je pense que là aussi, il y a un accompagnement qui change. C'est vraiment celui qui veut se lancer, c'est que s'il veut bien entendre, voilà, qu'on donne quand même beaucoup plus de conseils pour quelqu'un qui veut se lancer sur les différents éléments. Et même là, je vois, à l'époque, moi, il n'était pas question de prendre en prévoyance, mais il va m'arriver rien du tout. C'est que pourquoi est-ce que j'irais payer autant et je vais peut-être pas être malade. Voilà. Donc il reste ces réflexes-là quand on est entrepreneur, même quand on est entrepreneur femme. Congé maternité, je sais pas ce que c'est. J'ai pas eu. Voilà, je suis allée accoucher à l'hôpital et je suis rentrée et le téléphone et le machin et c'est reparti. Donc voilà et on se rend pas compte, mais à un moment donné, on le paye. Voilà, c'est le risque. Et à force de, voilà,
on n'a pas non plus... quand on est jeune, et quand on commence, on n'a pas approché ses limites encore parce qu'on pense que les limites, elles sont très loin. Et à un moment donné, on va, et tout le monde passe par là, je pense, on est confronté à nos limites, qu'elles soient physiques, mentales, qu'il y ait d'autres facteurs qui interviennent et qui finalement nous font montrer nos limites. Et c'est là, c'est pas arriver trop tard pour essayer de se réorganiser à partir du moment où on dit « Ah, là, mes limites, là, il faut que je me réorganise un peu, je me repositionne un peu sur mon activité et ma vie à moi et ma vie de femme et essayer de retrouver une place. » Mais souvent, la première fois, c'est trop tard. Ah oui. Voilà. Et voilà. Une deuxième fois, en général, on connaît les points d'alerte, on se dit là, voilà. Mais c'est dommage. Voilà. Ouais, c'est toujours tomber une première fois pour après savoir. Oui. C'est l'expérience en fait qui nous fait. Mais bon, des fois, la première expérience, au final, elle peut être quand même assez. Elle peut être hard. Ouais. Oui. Douloureuse. Mais j'ai envie de dire, c'est une expérience de vie. Quand on apprend ses limites, on en devient plus riche. Oui. Et c'est ce que je suis certaine que vous l'apprenez comme ça, vous le conseillez comme ça. On ne peut pas le voir sur le moment, mais quelque part en soi, on devient plus riche. Voilà, de se connaître, de savoir, de connaître ses limites, de pouvoir... Tu sais ce qu'on dit aussi, nous, dans les accompagnements, après, c'est un cadeau. Un cadeau qu'on s'est fait, même si ça a été douloureux, qu'il nous faut des mois pour nous en remettre. Eh bien, finalement, c'est un cadeau parce que ça nous permet de revoir, tu sais, notre rapport au travail, notre rapport au monde. Oui, c'est ça. Et alors oui, évidemment qu'au début, les personnes, quand je leur dis, je vous assure qu'à la fin, là, vous êtes dans le noir et dans le brouillard, donc vous ne voyez pas. Regarde comme ça, avec les larmes. Vous êtes sûr, à juste titre, au bout la tête dans le guidon. Voilà, la tête dans le guidon. Mais au bout de quelques mois, à la fin d'un accompagnement, ou quand elles reviennent et elles disent waouh, c'est bon, j'ai compris en fait. Ça y est, parce qu'il n'y a pas que le travail, parce que en effet, ça m'a permis de revoir mon rapport au travail et j'ai réintégré, prendre soin de moi, m'activité, prendre soin de moi en faisant des activités, en retrouvant mes envies, en reprenant mes loisirs. Tout ça, ce sont des choses que j'avais oubliées. Et comme au début de l'entrepreneuriat, en effet, on y va à fond, on le sait, c'est vraiment pied au plancher, pas de frein à main, rien du tout. Donc tous les feux sont au vert, c'est bon, champion du monde. On y va, on se pose pas trop de questions et à un moment donné, on est rattrapé. Voilà, donc on se fait rattraper par les premiers signaux, la fatigue qui commence à être je n'arrive plus à récupérer, même un week-end ne me suffit plus pour récupérer, les insomnies qui arrivent à arriver, donc quelques nuits réveillées toutes les nuits à 2 ou 3 heures, le cerveau qui cogite, enfin il y a plein de signaux qui arrivent. Voilà. C'est ça les éléments communs. Je me demandais pourquoi je me réveillais à 3h du matin. Mais oui, mais parce que le cerveau, c'est ça. Soit alors c'est parce que tu es dans une phase très créative, ton cerveau il est toujours actif. Soit parce que tu as des problématiques à gérer, tu sais que tu n'as pas pu tout gérer dans ta journée et que le lendemain tu as attendu. Il y a une grosse frustration aussi interne où on se met près de trop de pression. Moi je me souviens au début, les 2 premières années de mon entreprise, mon compagnon il me disait mais là si tu continues comme ça tu vas te dégoûter de ton entreprise, tu vas vouloir tout arrêter et même presque passer 1 heure le soir en fin de journée à regarder la télé avec lui. Je me disais purée mais je pourrais tellement avancer là sur un autre truc et tu es jamais à fond là où tu vas, tu es jamais à fond parce que tu te dis mais là je suis en train de perdre du temps, alors que non, là tu coupes, tu profites, tu as une vie sociale, c'est important, tu recharges tes batteries. Et ça au début on sait pas faire. Non, c'est un apprentissage. Ah oui, franchement Et puis des fois, on est rattrapé, pas par la maladie, mais par la vie des femmes qui peuvent être l'arrivée d'une bonne nouvelle. Qui remet tout en place. Voilà. Donc ça, c'est typique des femmes, pour le coup. La grossesse, bon, même si on veut impliquer les hommes, oui, bien sûr, qui vont être impliqués. Mais je veux dire, au niveau du ressenti, au niveau de la fatigue de la grossesse, etc., bon, c'est vraiment propre, là. On a beau chercher, c'est vraiment propre à la femme, quoi. Donc, comment est-ce qu'on gère... Alors, cette année, tu es devenue maman.
Félicitations. Et du coup, comment est-ce que tu as géré déjà l'annonce? Est-ce que tu as anticipé certaines choses? Qu'est-ce que tu n'as pas anticipé? Comment tu as géré l'arrivée? Anticiper, je pense qu'on n'anticipe vraiment rien, parce que moi, je sous-estimais beaucoup, en fait. C'est-à-dire que quand on m'a demandé si j'avais pris une crèche, j'avais dit, mais non, j'ai pas besoin, je travaille de la maison, ça va aller, je vais la mettre dans un coin, puis je vais travailler, puis après, je vais m'occuper d'elle. Non, je pense que je sous-estimais pas mal. Par contre, je me suis rendu compte que ça, on avait réagi complètement différemment avec mon compagnon qui est aussi à son compte. C'est que moi, j'ai eu beaucoup d'appréhension à annoncer à mes clients que j'attendais un bébé. Parce que j'avais l'impression que ça allait les inquiéter, que certains allaient vouloir peut-être même arrêter leur collaboration avec moi. Voilà, j'avais l'impression qu'ils allaient se dire, bon, c'est bon, elle va plus gérer. Elle va plus être capable de rien. Du coup, je me suis mis beaucoup de pression pour essayer de m'avancer au maximum. Donc moi, j'ai accouché en juillet et je voulais que tout soit prêt jusqu'en septembre sur mes community management, qu'on soit carré, que ce soit OK. Et en fait, j'ai décidé de ne pas vraiment m'arrêter parce que toujours pour cette raison-là. Et maintenant, ça fait juste 3 mois, mais avec du recul, je me dis, mais c'est stupide. Enfin, j'aurais pu déléguer, j'aurais pu, voilà, le fait que tout soit calé, j'aurais pu justement prendre ce temps pour souffler un peu. Et j'avais vraiment l'appréhension. Pourtant, mes clients, voilà, c'est des longues collaborations, souvent, donc on s'entend quand même très bien. Enfin, mais j'avais quand même vraiment cet a priori de me dire, mince. Travail, ils ont confiance, ils savent que mais en plus, pour le coup, le travail était fait. Mais vraiment de me dire, ils vont avoir peur. Parce que pour moi, la grossesse égale quelque chose qui fait peur dans le travail. Alors que, bon, c'est peut-être, encore une fois, féminin, j'en sais rien. Mais c'est ridicule. Et maintenant, je commence à prendre mes marques parce que j'arrive mieux à m'organiser à la journée, etc. On arrive à se relayer. Bon, ça va mieux. L'équilibre est revenu petit à petit. Et maintenant, je me dis, ben voilà, c'était stupide parce que c'était une période très, très courte de ma vie où peut-être j'étais un peu moins dispo. Mais en même temps, c'est peut-être la plus belle période de ma vie. Donc, il faut se la laisser aussi, il faut la chérir, quoi. Oui, c'est ça, c'est que la vie, en fait, ne s'arrête pas à l'entrepreneuriat. Voilà, On a plein de choses. On a les menstruations. On a peut-être aussi des maladies qui sont liées aux menstruations. Alors, je regarde ma collègue qui est atteinte d'endométriose. Et donc, du coup, je suis plus sensibilisée maintenant à ce qu'est la vie d'une personne qui est atteinte d'endométriose. Mais ça aussi, quand on est chef d'entreprise, et bon, je pense qu'on sous-estime aussi ce taux de personnes atteintes d'endométriose. Mais chef d'entreprise, à mon avis, elle travaille même dans son canapé tordu de douleur. Enfin, moi, je sais que je prends 2 jours quand j'ai mes menstruations, je me fous dans mon canapé et je continue de travailler, quoi. Enfin, ça ne s'arrête pas. Donc, tu prends pas 2 jours, en fait. Donc, je prends pas 2 jours. Juste, je reste chez moi, je fais du télétravail, en fait. C'est ça. Alors que les salariés, maintenant, ils commencent à avoir, dans certaines entreprises qui accordent ça, des 2 à 3 jours, il me semble, de pause pour les personnes menstruées. Voilà, je ne sais pas si vous avez des exemples ou pas, parce que je sais que ça s'est fait à Lyon. Il y a 2 entreprises qui ont été assez avant-gardistes à Lyon. Ça se fait dans d'autres pays, mais à Lyon, il y a 2 entreprises, il me semble. Bon, après, c'est peut-être plus maintenant, mais... J'ai plus en tête exactement, mais effectivement, on en a parlé il n'y a pas tellement longtemps, où il y avait une entreprise ou plusieurs entreprises ou un pays, je ne sais plus, où ils ont donné 1 jour d'office pour les règles des femmes, 1 journée par mois pour rester à la maison. Après, il faut que l'entrepreneur arrive encore à organiser le travail. Il y a ça aussi, parce que du point de vue des contraintes de l'employeur, si finalement tout le monde va être pic-ploc à la maison, ça va être très compliqué d'organiser le travail pour l'entrepreneur. Voilà. Donc, et l'entrepreneur, lui, il décide ce qu'il fait. Si effectivement quelqu'un serait peut-être en arrêt, l'employeur va dire je prends le travail à la maison, je fais un peu, je fais à mon rythme. Mais voilà. Et c'est compliqué à organiser. Tu regardes quand on regarde avec la casquette d'entrepreneur, si j'ai des salariés que c'est des arrêts plic-ploc. Au niveau du travail, ça va devenir compliqué. Et du coup, un stress supplémentaire pour la chef d'entreprise qui doit organiser le travail. Et donc, c'est complexe. Et on a conscience des contraintes des uns des autres.
Voilà. Pour arriver à jongler, c'est quand même assez... Pour un chef d'entreprise, particulier. c'est compliqué. Oui. Ouais. Il y a donc, du coup, on en parle, les menstruations, potentiellement des maladies liées aux règles comme l'endométriose ou d'autres. Il y en a d'autres, de pathologies. Il y a la grossesse, il y a le congé mat. Moi, j'ai une amie là, qui a accouché il y a un mois, qui est chef d'entreprise également, qui a un commerce. Donc elle, pour le coup, elle s'arrêtait. Le commerce, il était fermé, quoi. Et elle a essayé de trouver des solutions avant. Elle a essayé de bien s'organiser, mais elle a pris 1 semaine avant, 3 semaines après. Elle était de retour dans la boutique. Tous les jours, elle était connectée pour savoir. Voilà. Et elle a même pesté un peu de dire punaise, je suis partie 1 mois, quoi. Elle aurait aimé mieux s'organiser. Et puis, en plus, assez perdue parce qu'elle se disait mais là j'ai regardé si j'étais salariée j'avais mon congé mat 2 mois avant 3 mois après là je serais encore chez moi tranquille à m'occuper de ma fille et puis elle a quand même un peu pesté elle avait ce sentiment un peu double tu vois et aussi un sentiment de culpabilité. Il y a la culpabilité beaucoup qui refait surface. Moi j'ai en accompagnement actuellement une entrepreneuse aussi qui a eu des jumeaux. Alors, double c'est alors j'ai une sœur jumelle, je sais ce que c'est, mais ma maman était salariée, donc elle a le droit à un congé parental. Et là, je me dis, les jumeaux, c'est pas facile. Et en effet, elle se trimballe ce sentiment de culpabilité, de pas être assez suffisamment efficace et opérationnelle pour son entreprise, et en même temps de pas être suffisamment présente pour ses bébés. Ce qu'on se trimballe quand même, nous les femmes. C'est un peu ce que tu disais sur le pro perso au début, tu t'es jamais 100% en fait à fond dans... Est-ce que là, avec le temps, t'as quand même appris à gérer un peu mieux Ça m'a surtout changé parce que j'avais un peu un problème, je pense, à dire non à certaines choses quand... Pas forcément des choses aberrantes au niveau du pro, mais trop de sollicitations. Et là, maintenant, je me dis, non, ma priorité, il faut que ce soit... Oui, bien sûr que mon entreprise fonctionne et qu'elle soit pérenne, mais il faut que ce soit ma famille. Et voilà. Et maintenant, je me dis, non, si j'ai décidé que ce moment-là était dédié à ma fille, ce moment-là sera dédié à ma fille. Et à moi de m'organiser, comme tu disais, autrement. Tu coupes le téléphone. Alors non, je ne suis pas encore là, mais ça va venir. on va y arriver. Mais ça va venir, ça va venir. Chaque chose en son temps. On est à 70% sur le bébé, on va dire. Et donc du coup, au niveau... alors moi tout à l'heure j'ai parlé à une personne qui accompagne à la création d'entreprise, qui m'a parlé de la prévoyance santé, qui est une prise en charge maladie comme un salarié, donc il y a les 3 jours de carence, et après on est payé comme un salarié, donc 19 € par jour. Bon, sauf que c'est assez cher. Donc je connais pas exactement le prix, mais ça peut être peut-être ce truc, si on a les moyens en amont, de se dire bon, prévoyance santé quand même, si je suis malade, si j'ai un accident de travail, c'est pris en compte. Si j'ai mon congé mat qui peut être payé, j'ai une partie de ma retraite aussi que je peux continuer à payer. Voilà. Quand on est auto-entrepreneuse ou chef de notre micro-entreprise, ça peut être également une solution si on a les moyens de se dire bon, je capitalise quand même une partie de mon revenu dans ma santé. Ça peut être pour aussi se souffler un peu sur notre santé, de dire je suis quand même couverte s'il m'arrive quelque chose. Et d'un côté, en fait, on en parle depuis tout à l'heure, mais nous décharger d'un poids mental, non ? Oui, c'est sûr. Si demain il y a un besoin... Moi, je sais que là, j'ai contracté à une prévoyance, je serais incapable de vous dire ce qu'il y a dedans, parce que je l'ai fait bêtement, parce que je me suis dit, bon, là, il faut. Et c'est le monsieur, c'est un courtier en assurance qui m'a appelé pour évaluer mes besoins. Et en fait, c'était un homme. Alors moi, j'ai pas du tout le truc de l'homme contre la femme. Je suis pas du tout comme ça. Et dans les Corsicanes, on n'est pas du tout comme ça. Mais là, par contre, il avait des a priori. Mais alors, ça m'a mis en rogne parce qu'il me disait, on est d'accord que là, votre petite entreprise, ça va être difficile là ces prochains mois parce que voilà, vous attendez un bébé, tout va être mis en question. Alors déjà, ça m'a fait mal de l'entendre, même si d'un côté, peut-être qu'il avait raison, mais ça m'a énervé. Et ensuite, il m'a dit, bon allez, je vous mets les niveaux dentaires, opticien, ceci, cela, je vous les mets à temps.
Et puis alors, je vais vous mettre le niveau de médecine complémentaire, parce que bon, on sait que vous, les femmes, vous aimez bien ces choses-là. Et là, la phrase de vous, les femmes, vous aimez bien ces choses-là, en plus, moi, je suis pas du tout... C'est pas un truc auquel je crois particulièrement, donc c'est pas un besoin que j'avais précisé. Mais alors voilà, la phrase de vous êtes une femme, donc vous, les médecines complémentaires, vous adorez ça, je vais vous mettre le paquet sur le niveau médecine complémentaire, ça m'a mis en rogne. Je me suis dit, mais non, pas du tout. J'ai un profil particulier, c'est pas parce que je suis une femme que toutes les femmes, on est pareil, on a les mêmes besoins, les mêmes envies. Puis quand même, c'est un peu vache, alors que ton entreprise, tu as l'air de super bien la gérer. Non, quoi, c'est remis en question, quoi. Et puis quelqu'un qui ne vous connaît ni d'Ève ni d'Adam, vous avez juste une fois au téléphone, non, ça m'a... Ah, c'est un commercial qui doit revoir ses... Ouais, je pense. Il y a un souci. C'est pas possible. Ça m'a vexée, ça m'a pris au trip. C'est normal. Je me suis dit, mais presque normal. j'avais envie de l'appeler et lui dire, bon ben voilà, j'ai pas arrêté. Tiens, j'en ai pas besoin. Voilà. Non, c'est fou, pas des arguments de vente qui sont... Non. On a dépassé ce stade-là quand même. Bah, il me semblait, ouais. Mais voilà. Pardon, non. C'est fou, hein. Non. Il y a... Je vais juste compléter par rapport à ce qu'on a dit pour les auto-entrepreneurs. C'est une grosse problématique dans les micro-entreprises et les auto-entrepreneurs parce qu'il n'y a pas beaucoup de couverture sociale. C'est un statut encore différent qu'un entrepreneur indépendant. Ce n'est pas le même statut du tout. Et donc, pratiquement pas de couverture sociale. Et je vois beaucoup de gens qui partent sur la micro-entreprise ou l'auto-entrepreneur en pensant que c'est un bon deal, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de charges sociales, mais vous n'êtes pas couvert non plus, à contrario. Il faut se prendre une Donc, mutuelle, il faut une vraiment, assurance, pour quand on est vraiment sur le statut auto-entrepreneur et pas le statut indépendant, où il faut vraiment du coup faire attention. Donc c'est quoi parce que moi, là, j'ai que la prévoyance santé. Est-ce qu'il y en a d'autres quand on est auto-entrepreneur? Non, déjà prendre la mutuelle à prévoyance santé, c'est bien. Mutuelle complète le prix des soins, la prévoyance va compléter les revenus. Donc, c'est très bien. Mais la majorité des micro-entreprises ou auto-entrepreneurs ne font pas cette démarche-là. Ouais. Et donc, du coup, peuvent être en difficulté à cause de ça. C'est encore un statut un peu différent. C'est un statut moins couvert que l'indépendant. Mais voilà. Je rejoins totalement ce que vous dites. C'est que la majorité des auto-entrepreneurs ou micros disent qu'ils ne prennent même pas de mutuelle. Il y a une précarité au niveau du soin. Et ils ne vont pas chez le médecin parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne se font pas soigner. Donc, pas de mutuelle et pas de prévoyance. Voilà. Donc, c'est un statut qui reste quand même précaire. Oui, et c'est aussi un statut ils se disent on est auto-entrepreneur, on tente, on voit où on va. C'est pas la même contrainte que le statut d'indépendant, ni en termes de cotisation sociale, ni en termes d'impôts. Donc ils pensent que c'est un avantage et qu'ils prennent l'avantage sans tenir compte des inconvénients. Donc ce n'est pas valable ou c'est pas une bonne solution pour toutes les situations de travail de rester sur ce statut-là. Voilà, c'est entièrement d'accord. Mais encore une fois, on est mal ou peu informé là-dessus. Oui. Quand vous démarrez une entreprise, vous savez pas là où il faudrait que vous placiez un peu d'investissement pour votre santé personnelle ou même même ne serait-ce que quel type de statut est le plus intéressant pour votre... Ça, il commence à y avoir quand même des accompagnements. Après, est-ce qu'on est au courant des accompagnements C'est ça, qu'il y a à toi aussi d'aller les chercher. Ça, c'est autre chose. Mais oui, une fois qu'on rentre dans des accompagnements, les informations, on peut les avoir. La force un peu qu'on a de notre territoire, c'est qu'on est quand même à échelle humaine, qu'on se connaît tous plus ou moins, que de bouche à oreille, quand on a une problématique, généralement, on arrive à trouver un interlocuteur assez facilement qui va répondre à notre problématique. Donc je pense, mais après, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, quand je me suis lancée, j'ai pas fait du tout appel à un accompagnement et c'est un an après que je me suis dit il me manque quand même il manque un peu quand même des choses. 2 ans après, j'ai créé la société. J'ai fait j'avais vraiment rien fait quoi. Donc j'ai vraiment, je m'en suis rendu compte 2 ans après. Et là, en embauchant, pareil, je me rends compte que j'ai pensé à la moitié des choses pour moi.
toujours pareil. Hein, et maintenant, j'essaie de rectifier un peu le tir, mais bon, voilà, pour connaître pas mal d'accompagnements qui existent sur le territoire, je sais que l'accès aux droits de toutes les personnes, que ce soit en situation de handicap ou que ce soit tout type de public, que ce soit au niveau de tout ce qu'ils ont droit, même au niveau financier, des aides sur l'achat de matériel, etc., sur des conseils au niveau de la santé, de choses qu'il faudrait faire, et même des obligations juridiques à avoir, une assurance. Bon, je pense que c'est il me semble, vous me dites si je me trompe, mais que c'est obligatoire par la loi, l'assurance. L'assurance, laquelle? Si c'est juste l'assurance RC Pro, oui, c'est une responsabilité civile, mais il n'y a pas d'obligation d'avoir une mutuelle, par exemple. Non, voilà. Mais de l'assurance, par exemple, oui. Oui, mais ça ne va pas te couvrir sur tes frais de santé. Par contre, ça va couvrir un dégât que tu pourrais occasionner. Oula. Oui, et la mutuelle, maintenant, est obligatoire pour un employeur. Hein. Pour un employeur, oui, mais pour un indépendant, auto-entrepreneur... Non, mais quand vous embauchez quelqu'un, voilà, là c'est obligatoire. Oui, mais pour l'indépendant, non. Pour voilà. Non. Enfin voilà. Donc après, c'est vrai que se faire aider par des pairs ou rentrer dans des réseaux qui pourraient nous dire moi j'ai vécu telle ou telle chose, bon toi tu te lances, écoute, je te conseille quand même d'avoir une mutuelle, parce que ne serait-ce que pour des lunettes, hein, quand on est entrepreneur, bon, on fait toutes les tâches et tu le sais très bien, toi aussi tu es sur les réseaux sociaux. Pour éviter de se fatiguer les yeux, il nous faut des lunettes. Si on a une mutuelle, c'est quand même un peu mieux. Donc ça paraît être le b.a.-ba, mais bon, c'est vrai qu'on ne le fait pas. Donc, même pour des soins dentaires, de temps en temps, ou quand on a une petite rage dedans, là, c'est sympathique aussi. Enfin, voilà. Comment est-ce qu'on pourrait terminer cette table ronde? De quoi avez-vous envie de parler pour terminer? Est-ce qu'on ferait un petit tour de table de ce qu'il faudrait réfléchir, de comment on pourrait conclure en fait cette table ronde? Une petite phrase. Une petite phrase, j'étais très contente de vous rencontrer tous et que ça donne envie de travailler sur le réseau, sur le territoire, d'essayer de renforcer le réseau pour il n'y a pas de raison si on peut aider d'une façon ou d'une autre, ça vaut toujours le coup voilà. Et je pense que c'est important. Tout à fait. Super. Merci beaucoup. Caroline. Moi, je dirais d'abord aux entrepreneuses ou aux entrepreneurs, ne restez pas seuls. Voilà, ça c'est une évidence, parce qu'on peut se sentir vite isolé, et justement isolé socialement, isolé même dans nos activités, de notre famille à un moment donné. Donc ne restez pas seuls, entourez-vous, informez-vous. Donc notre travail à nous en tant que professionnels, c'est d'essayer de diffuser un maximum d'informations, de créer des synergies pour que ces informations arrivent auprès des interlocuteurs, des bénéficiaires. C'est pas toujours évident, mais il y a des choses qui se font. Donc il faut continuer notre travail d'accompagnement. Voilà, donc osez. Moi, j'ai envie de dire quand même, allez-y, parce que il y a quand même beaucoup de facteurs d'épanouissement et de réalisation dans l'entrepreneuriat. Donc, moi, j'invite à oser, à se lancer, à faire preuve de créativité, voilà, à se faire plaisir dans son entrepreneuriat. Et en même temps, de ne pas le faire toute seule. Voilà, de se dire qu'il y a des solutions qui existent. Donc, voilà, vous n'êtes pas seul. Donc, entourez-vous. Ça sera déjà un levier pour votre réussite. Super, merci. Marie, petite phrase de conclusion. Oui, effectivement, ne pas rester seul, et surtout ne pas se sous-estimer l'importance de la santé, savoir s'écouter et savoir aussi en parler quand il y a un besoin, même ne serait-ce que un petit tracas du quotidien qui finalement des mois après peut s'avérer être une montagne insurmontable. Voilà, ne pas être seul, savoir en parler, peut-être justement rejoindre des réseaux pas forcément définis, mais même ne serait-ce que inviter 2-3 personnes à la maison qui font à peu près la même chose que vous, rejoindre des réseaux, pour le coup des associations, faire des rencontres comme ça, interprofessions ou intersecteurs. Voilà. Ne jamais rester seul, ou ne jamais se mettre en second plan. Vous êtes votre priorité. C'est sûr. Ce qu'on peut dire, c'est que la santé, c'est quand même un capital pour tout chef d'entreprise.
et pas seulement des femmes, parce qu'on a parlé essentiellement des femmes et on comprend également pourquoi on en parle. Il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte quand on est une femme et qu'on entreprend, mais c'est vraiment la santé, c'est le capital du chef d'entreprise. Donc je vous remercie toutes les trois encore une fois d'avoir accepté mon invitation et d'avoir échangé avec moi. Donc c'était un épisode de Capsule qui a été financé par la M3E, BPI France et pour cet épisode la direction régionale aux droits des femmes. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Merci. Au revoir.